je suis Martin Sedlacek, je suis un des néphrologues. Am I online? Oui, donc je suis un des néphrologues de Dartmouth Hitchcock et ça c'est le cours qu'on a à l'école de médecine ici. Et c'est aussi le même cours qu'un de nos collègues, Clay Block, va prendre au Rwanda cette année parce qu'il fait un stage là-bas et pour faire tous les cours d'école de médecine. C'est fait par le docteur Graeber, c'est un de nos collègues ici, et j'aime bien parce que c'est très complet. Il y a beaucoup de diapos, et on ne va pas aller dans tous les détails, mais il y a une approche aussi que je crois qu'elle est très sensible, et j'espère que je suis enrhumé, il fait très froid ici, et heureusement, il y a peu de danger de transmission de virus par Internet, en tout cas de cette. Donc c'est l'insuffisance rénale aiguë. Et ici, il y a une confusion de termes. Ici, on appelait insuffisance rénale aiguë, et maintenant on dit que c'est une atteinte rénale aiguë, pas l'insuffisance. Donc, on dit que je ne vous vis pas trop bien. Par contre, ça parle son problème dans son patando tellement bien. Je ne vous entends pas trop bien. Qu'est-ce qu'on peut faire Par contre, je t'entends quand tu parles prof, mais le présentateur, là, je n'arrive pas à l'entendre trop bien. Je ne sais pas si... Ok, on va essayer de régler ça. Est-ce que ça va mieux comme ça? Moi, je parle directement dans le micro. J'espère que ça fonctionne. Ok, ça va mieux. Okay, ça va mieux. Et donc, c'est pour l'insuffisance rénale aiguë. Et, how do I go the page down? Voilà, et donc, ça c'est quoi? Donc, c'est une réduction de la filtration glomérulaire qui se passe en quelques heures ou quelques jours. Et, voilà, pardon. Et donc, on commence avec un cas ici, c'est un homme de 72 ans, et c'est deux jours après un bypass cardiaque aigu avec une hypotension prolongée. Il a fait seulement 80 millilitres d'urine dans 12 heures. Il y a une histoire d'hypertension, de diabète et d'insuffisance vasculaire. Et ça, c'est la courbe de la créatinine. Ici, on voit une courbe, on voit comment la créatinine a augmenté, et puis elle va jusqu'à un apex, et puis ça s'améliore. Et donc, la créatinine, c'est le marqueur principal qu'on a, c'est-à-dire pour savoir si la sévérité et aussi la duration et le course de l'insuffisance rénale aiguë. La créatinine est un métabolite qui est fait par les muscles. On en fait approximativement environ 1 gramme par jour, et les reins excrètent environ 1 gramme par jour de créatinine. Et si le rein ne fait pas son travail parfaitement, c'est-à-dire le taux de sanguin augmente jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre, et l'excrétion est la même chose que la production. Et ça peut être au prix d'un taux de créatinine plus élevé dans le sang, et quand le rein va mieux, la créatinine est à la baisse. Et donc, ça ici, c'est important. Quelles sont les catégories? On a fait des catégories diagnostiques de l'insuffisance rénale aiguë. Il y a ce qu'on appelle le pré-rénal hémodynamique. Ça veut dire que le rein ne fonctionne pas bien parce qu'il y a un problème dans l'apport sanguin au rein. Et ce problème peut être qu'il n'y a pas assez de volume, que la pompe cardiaque ne fonctionne pas bien, qu'il y a d'autres choses qui affectent la circulation sanguine, comme une insuffisance hépatique qui peut avoir des effets sur le rein. Et puis il y a l'insuffisance rénale aiguë qui est intrinsèque ou qui vient du rein lui-même. Et là, il peut y avoir une affection glomérulaire qui est très rare. La plupart des insuffisances rénales ne sont pas glomérulaires. Au tubule interstitiel, la plupart de la masse du rein, c'est tous les tubules. Et puis, ça peut être aussi une atteinte de la vascularisation à l'intérieur du rein. Et on voit quelques exemples. Et puis,
le rein parfois ne fonctionne pas bien parce qu'il y a une obstruction au flux des urines. Et ça s'appelle l'insuffisance rénale post-rénale, c'est-à-dire c'est l'obstruction. L'obstruction est plus fréquent chez les hommes parce que les hommes ont la chance d'avoir une prostate. Et la prostate peut réussir et faire une obstruction aux urines. Et donc, maintenant, on va d'abord parler de l'insuffisance rénale pré-rénale. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a une imbalance entre l'oxygénation et la demande des tubules rénales. Dans le rein, ce qui consomme l'oxygène, c'est les tubules. Les tubules font tout ce travail de réabsorption et c'est la principale, les tubules sont les principaux consommateurs d'oxygène dans le rein. Et donc, s'il n'y a pas assez d'oxygène, il y a tout un spectre. Ça peut être c'est-à-dire les cellules peuvent être atteintes un petit peu ou elles peuvent mourir. Donc, il y a toute une gamme de sévérité. Et ici, ça c'est un rappel de la circulation dans le rein. Donc, toute la circulation des tubules. Les tubules, vous voyez dans vous voyez le glomérule, la loupe d'Hendler et le collecting duct et ces vaisseaux rouges qui descendent au tubule. Toute cette circulation est exclusivement post-glomérulaire. Mais pas tout le sang qui va dans le glomérulus va dans le tubule, seulement une petite partie qui va. Et dans le tubule, normalement, il y a peu d'oxygène. Et aussi, cette partie du corps, les tubules rénales servent comme une crite maître, c'est-à-dire l'hématocrite est déterminé par le rein. C'est-à-dire que le rein détermine la réabsorption dans l'hématocrite, la partie liquide, combien de sel, combien d'eau est-ce qu'on a. Et aussi, les reins, les tubules sécrètent l'érythropoïétine qui fait que la moelle osseuse produise des globules rouges. Donc le rein, en fait, est un crite maître, c'est-à-dire il fait qu'on a un hématocrite normal si tout va bien. Et voilà. Et puis, quel est le mécanisme s'il y a une atteinte hémodynamique? Donc, s'il n'y a pas assez de volume, donc il y a toutes les défenses qui défendent le volume. C'est-à-dire, nous, on dépend d'un volume circulant adéquat parce que on a des poumons et le reste de notre corps ne va pas recevoir de l'oxygène si les poumons, ici le cœur, la circulation ne fonctionne pas. Et la circulation ne fonctionne pas sans sang. Donc, quand il y a un défaut de volume sanguin, c'est-à-dire c'est la partie du corps qui est le plus défendue qu'on a parce que tout notre fonctionnement avec l'oxygène, toute notre respiration, tout dépend au volume circulant. Et les défenses qu'il y a, c'est le système nerveux sympathique. Il y a des hormones, la rénine, angiotensine, aldostérone. Il y a l'AVP et aussi il y a le soif. Le soif est un motivateur très puissant. Et donc, s'il y a moins de flux sanguin dans le rein, il y a une activation du système nerveux sympathique. Il y a plus de réabsorption de sodium, de l'eau, et ce que tous ces hormones font. Donc, s'il n'y a pas assez de volume circulant, le rein va conserver de l'eau et du sel. Et voilà, et quand il n'y a pas d'assez d'oxygène sur le tubule, il y a différentes choses qui se passent, c'est-à-dire il y a les cellules se modifient sans oxygène, ils perdent la polarité. Les cellules tubulaires sont polaires, c'est-à-dire il y a un côté urinaire et un côté sanguin. Et après ça, il y en a quelques-uns qui peuvent mourir. Il y a différentes façon comment ils peuvent mourir. Il y a la nécrose et puis il y a l'apoptose. L'apoptose, c'est comme le suicide cellulaire, c'est-à-dire les cellules tubulaires peuvent mourir ou ils peuvent se suicider dans cet environnement. Et puis il y a les cellules qui se détachent et quelques-uns de ces cellules tubulaires sont viables et on a recouvert des cellules de toutes parties du rein, des podocytes glomérulaires, aussi des cellules tubulaires dans les urines. Normalement, on excrète quelques cellules viables. Et s'il y a beaucoup de dégâts, ces cellules peuvent se détacher et faire une obstruction dans le tubule. Et donc, cette atteinte hémodynamique au prérénal au rein peut être très modeste.
c'est-à-dire si les cellules tubulaires sont tous intactes, si on restaure le problème, si on restaure la circulation, tout va être bien. Mais ça peut aussi être plus sévère et ça peut entraîner la mort des cellules tubulaires. Et alors, ça dépend de la faculté du rein de se régénérer. Et le rein est fameux parce qu'il peut y avoir pas d'urine pour des jours ou des mois, et si le patient survit avec la dialyse, il peut toujours y avoir la régénération rénale. Et un des principaux déterminants, c'est si la structure est perdue, est tout perdu, ou si la structure avec les tubules, si l'on reste la membrane basale, et s'il n'y a pas trop d'inflammation, et s'il y a toujours quelques cellules tubulaires qui peuvent repeupler le rein quand il y a rétablissement de l'oxygénation. Et donc, quelque chose qu'on peut observer dans les urines, parce que, c'est-à-dire, c'est normalement, s'il y a un défaut de volume sanguin, le rein va tenter, va rétablir ce volume sanguin. Et dans ce moment-là, quand il y a la pression artérielle est très basse, il n'y aura pas de sodium dans l'urine, parce que le rein va le conserver, parce qu'on en a besoin pour monter la pression. Et donc, si on voit un peu ce qu'il y a c'est-à-dire si on examine les urines, si la osmolarité est très haute, s'il y a très peu de sodium dans le sang, ça veut dire que le rein toujours fonctionne très bien. C'est quelque chose qui peut être prognostique. Par contre, s'il y a beaucoup du rein qui est mort, si les cellules tubulaires ont mouru, c'est-à-dire pourraient se régénérer dans le futur, mais au moment il n'y a pas, c'est-à-dire ils vont pas faire beaucoup de travail, ça veut dire que le sodium urinaire et l'osmolarité vont être très proches à celui du plasma, parce que le rein qui est mort, les tubules qui sont morts ne peuvent ni diluer ni concentrer les urines. Donc, si on voit qu'il y a une insuffisance rénale aiguë avec une créatinine qui est élevée, si les urines sont très concentrées ou très diluées, ça veut dire que ce rein est en train de travailler, il est toujours fonctionnant. Mais si les urines et l'osmolalité, si le sodium dans les urines et l'osmolalité sont quasi le même que dans le plasma, c'est-à-dire ce rein a plus de problèmes. Donc ici, c'est un exemple, il y a deux patients, tous sont vus un jour après une chirurgie, ils ont perdu beaucoup de sang. Et tous les deux ont la même créatinine de 4, augmentée à 4, et font très peu d'urine. Le patient A a une osmolarité urinaire 290, qui est très proche de l'osmolarité normale dans le sang, et le sodium dans les urines est très haut. Et le patient B a une osmolarité urinaire à 580 et une sodium très basse. Donc, si on pour comparer ces deux patients, le patient B a un rein qui est toujours qui fait toujours son travail. C'est-à-dire, son prognostic sera meilleur. Et alors, la question, quel patient devrait recevoir le fluide intraveineux par expandre son volume? Patient B de toute manière, parce que il y a des chances d'arrêter le problème. Ce rein ne reçoit pas assez de sang, et avec une expansion de volume, on peut arranger le problème. Le patient A, ça dépend, on peut le tenter, mais il y a peut-être moins de chances de récupération, et alors on pourrait mettre le patient en œdème pulmonaire. En pratique, s'il n'y a pas de contre-indication comme un œdème pulmonaire, on peut toujours essayer du fluide intraveineux. Et si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, alors ce sera une grosse dose de furosemide de Lasix si le patient répond au diurétique. Donc le diurétique a fait deux choses. Une chose qu'il fait, c'est-à-dire il permet de voir combien de cellules dans le rein vont-elles fonctionner. Et l'autre, ce qu'il fait, le diurétique, il réduit la consommation
consommation d'oxygène dans des tubules urinaires parce que ça les empêche de fonctionner. Et ça pourrait être bénéfique dans le rein. La grande chose négative des diurétiques dans l'insuffisance rénale aiguë, c'est que s'il y a un problème de circulation, s'il y a une hypoperfusion du rein, si on donne beaucoup de diurétiques, les choses vont être pires. Donc ça, on ne veut pas faire. Mais si on a rétabli le volume, ou si le patient est hypervolumique, on peut toujours donner du furosémide, du Lasix. Et en pratique, on peut donner une grosse dose. Et ça, c'est l'expression fractionnelle du sodium. Ça, c'est quelque chose en théorie. Donc, le sodium, c'est-à-dire si on calcule le pourcentage du sodium filtré qui est excrété, ça pourrait donner une indication si le patient a un rein qui est en train de conserver du sodium ou non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression du sodium n'est pas seulement en fonction du volume intravasculaire, c'est-à-dire il y a d'autres choses qui déterminent l'expression du sodium. La présence d'autres anions, par exemple. Donc la fraction d'expression du sodium peut être élevée dans un patient qui a une alcalose métabolique, parce que le carbonate qui est dans les urines a besoin d'un cation. Donc, en pratique, on ne l'utilise pas. C'est-à-dire, ici, on ne regarde pas le sodium urinaire. C'est intéressant pour savoir, mais en pratique, on va faire une détermination clinique s'il y a hypovolémie ou hypervolémie. S'il y a une déficience en volume extracellaire, on donne du volume. Si le patient est en hypervolémie, s'il y a l'œdème pulmonaire, on donne des diurétiques. Et on essaie d'attaquer le problème de base de circulation, qui peut être une défaillance cardiaque, qui peut être une infection sévère, qui peut être un syndrome hépatorénal, toutes ces choses. Donc ça, c'est un exemple de calculer. Et normalement, on a tous une fraction d'expression du sodium moins que 1%. Parce qu'on filtre beaucoup et on ne mange pas tellement de sel, c'est-à-dire avec tout ce qu'on filtre, on ne peut pas excréter plus que 1%, sinon on sera dans le trouble très grave. Et tous ces marqueurs diagnostiques, c'est la théorie, ça a l'air, mais je ne crois pas que c'est quelque chose en pratique. Ce qui est intéressant, c'est dans les urines, si on voit beaucoup quand il y a une atteinte, une insuffisance rénale sévère avec une nécrose tubulaire, on peut voir beaucoup de cylindres, des cylindres granulaires, qui sont des déchets qui viennent du rein. Et si on en voit beaucoup, il y a des chances que l'atteinte insuffisance rénale est plus sévère. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire on peut voir beaucoup de cylindres dans un peu de volume d'urine, mais ces urines peuvent toujours avoir une osmolalité très haute et très peu de sodium, tout ce qui indiquerait que le rein, en fait, fonctionne assez bien. Ça, ce sont des exemples de cellules épithéliales rénales. Ils sont un peu cuboïdes, ils ont un gros noyau nucléaire, parce que ce sont des cellules très actives. Et parfois, avec les cellules proximales, on peut voir même un brush border. Ici, ça c'est un cylindre, ça vient du rein. Tout ce qui est dans le cylindre vient du rein, avec des cellules tubulaires à l'intérieur. Et si cellules tubulaires ont passé beaucoup de temps à l'intérieur d'un cylindre, ils se dégradent. Il y a une nécrose là-bas et on obtient des cylindres granulaires. Et ça, c'est un exemple d'un examen urinaire d'un patient qui a une nécrose tubulaire. C'est-à-dire il y a beaucoup de cylindres. Mais ce qu'on voit là, c'est assez non spécifique. Ça ne permet pas de dire quel est le problème avec les reins. On voit ça dans tout type d'atteinte rénale où il y a une atteinte tubulaire. Et puis les étiologies de l'insuffisance prérénale, le volume circulant, si ça baisse, c'est-à-dire s'il y a le volume total est bas, c'est-à-dire avec l'hémorragie, la diarrhée sévère, puis
il y a l'insuffisance cardiaque, le syndrome septique, l'insuffisance hépatique. Et il y a des patients qui sont plus à risque d'avoir une insuffisance rénale aiguë type pré-rénale. Ce sont des patients qui ont une fonction rénale de base qui est déprimée. Et puis des patients qui ont des conditions qui vont avec un apport circulaire défaillant déjà à la base au rein. Donc des patients avec une sténose de l'artère rénale pardon. J'ai pas entendu, c'est que avec des patients avec une insuffisance cardiaque ont des problèmes circulatoires à la base, alors ils sont plus aptes à faire des insuffisances rénales aiguës. Et puis des patients aussi qui prennent des médications qui peuvent être bénéficiaires de l'insuffisance cardiaque. C'est le traitement principal, c'est-à-dire la lisinopril, losartan, mais ils interviennent dans l'autorégulation de la sécrétion rénale. Et puis, c'est-à-dire on peut avoir plus qu'un type d'atteinte rénale et toutes ces atteintes peuvent être additives. Et voilà, comment est-ce qu'on peut prévenir ça? C'est-à-dire savoir quels patients sont à risque et dans les chirurgies, minimiser les pertes de sang, l'hypertension, c'est-à-dire si un patient qui a un syndrome septique, c'est les antibiotiques, c'est-à-dire le plus tôt possible, et de rétablir le volume circulant avec avec des fluides intraveineux. Et puis, il y a toute la catégorie, donc, ce qu'on parlait, c'était l'insuffisance rénale pré-rénale. Maintenant, on en parle de l'insuffisance rénale qui est rénale, qui vient du rein. Donc, il peut être glomérulaire, tubuleux interstitiel ou vasculaire. Vasculaire peut être les grands vaisseaux ou les petits vaisseaux à l'intérieur du rein, comme ça s'appelle, ce sont les microangiopathies thrombotiques. Les glomérulonéphrites, c'est très peu c'est assez rare que les glomérulonéphrites causent l'insuffisance rénale aiguë. C'est moins que 5%. D'habitude, c'est-à-dire il y a des urines qui sont des urines Coca-Cola. Il y a du sang dans les urines, il y a moins d'urines, il y a aussi l'hypertension. Et ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qui va attirer l'attention sur une possible glomérulonéphrite, c'est quand il y a la protéinurie et l'hématurie. Et dans les urines, on peut voir des signes qu'il y a une hématurie glomérulaire, c'est-à-dire on voit s'il y a des acanthocytes ou et ici il y a un exemple des acanthocytes. Donc, ce sont des cellules Mickey. Ça, ce sont des globules rouges qui ont des petites oreilles comme le Mickey Mouse des comics de Disney. Et c'est une déformation qui ne se voit presque seulement quand il y a un globule rouge qui passe d'une capillaire glomérulaire dont la pression est très haute à travers la membrane de filtration dans l'espace urinaire. Donc, les globules rouges qui se trouvent dans les urines toujours viennent d'une sorte de lésion, mais il y a cette déformation très grave seulement si cette lésion se passe dans un environnement à très haute pression artérielle. Et ça se passe seulement dans le glomérulus. Donc si on voit ça dans les urines, c'est une glomérulonéphrite. Et ça c'est un cylindre urinaire avec beaucoup de globules rouges. Quand il y a globules rouges dans le cylindre urinaire, on sait qu'il vient du rein. Et ça aussi, c'est un signe de glomérulonéphrite. Puis le tubulo interstitiel. Il peut y avoir différents types d'atteintes. Il peut y avoir une attaque immunologique aux cellules tubulaires. C'est la néphrite interstitielle aiguë.
ce qu'on voit avec certaines médications, c'est-à-dire ce sont des inhibiteurs des pompes à protons, c'est-à-dire les médications qu'on prend pour l'estomac. Hello? Et puis aussi, il peut y avoir une atteinte toxique avec des médications qui sont dangereuses, des substances qui sont toxiques pour les cellules tubulaires. Et ces cellules, ces toxines peuvent être endogènes ou exogènes. Et premièrement, quelle est la néphrite interstitielle aiguë? C'est un syndrome d'hypersensitivité. Les causes plus fréquentes, c'est la pénicilline, les céphalosporines, les inhibiteurs de pompe à protons, les médications pour l'ulcère d'estomac. Et puis, il y a aussi d'autres, comme les sulfas, les médications de sulfide. Et ce qu'on voit là, dans la créatinine, que la créatinine est en train de, c'est-à-dire augmente. Et puis, si la médication est suspendue, il peut y avoir amélioration. Et cette amélioration prend souvent beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que si c'est une atteinte hémodynamique, parce qu'il y a l'inflammation à l'intérieur du rein il faut du temps pour résoudre ça. Et si la médication qui atteint le rénal, qui provoque ce syndrome, n'est pas retenue, d'habitude, c'est-à-dire il y aura défaillance rénale et le patient va devoir avoir la dialyse pour ne pas mourir d'insuffisance rénale. Donc, c'est l'incrément graduel de la créatinine est typique pour ça. Ça ne va pas d'un jour à l'autre. Et l'autre, c'est que d'habitude, ce n'est pas oligurie. Il n'y a pas d'oligurie là, parce que c'est une inflammation dans les tubules. Donc, il y a les glomérules continuent à produire de l'urine. Il y a très peu de protéinurie. On peut avoir des cellules blanches et des cellules rouges. Et ça, c'est ce qu'on voit dans une biopsie. Il y a l'inflammation dans les tubules. Ici, on voit quelques tubules et beaucoup de cellules inflammatoires. Et ces petites cellules rouges, là-bas, ce sont des éosinophiles. Les éosinophiles, à la biopsie, c'est typique pour une néphrite interstitielle allergique. Et il y a des présentations différentes. D'habitude, c'est seulement la créatinine, une insuffisance rénale progressive, sans autres symptômes. Mais il peut y avoir des symptômes une atteinte dermique. On peut y avoir un rash, c'est-à-dire on peut voir la peau. Il y a un rash maculopapulaire. Et parfois, ça peut être très sévère. Il peut y avoir un Steven Johnson. Et il peut y avoir l'éosinophilie dans le sang et dans les urines. Il peut aussi y avoir des arthralgies. Mais c'est assez rare de voir toutes ces autres choses. C'est-à-dire, la présentation la plus commune, c'est d'avoir seulement que la créatinine augmente. Et puis, il y a aussi, s'il y a une néphrite allergique interstitielle avec beaucoup de protéinurie, ça c'est assez rare, mais on voit ça avec des anti-inflammatoires non stéroïdes, c'est-à-dire la ibuprofène ou la kétoprofène. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans la peau. C'est une éruption maculopapulaire de la peau, mais c'est assez rare. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas s'attendre à ça pour faire un diagnostic, parce que dans la majorité des cas, on ne voit pas ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Well, il faut retirer la médication qui cause le problème. Et il n'y a pas de preuve que les corticoïdes sont bénéficiels, mais si l'atteinte est très grave, il fait du sens d'en donner. C'est-à-dire, en Espagne, il y avait une grande étude multicentrique à Madrid. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est avec s'ils donnent de la prednisone, que il y a meilleure récupération. Ici, il y a un petit cas. Un homme de 37 ans, il a référé parce que sa créatinine a augmenté de 1 mg per décilitre à 2,5 mg per décilitre dans les 2 semaines passées.
Et il a été traité avec la hydrochlorothiazide pour 5 ans. Et il n'a pas observé de change dans les urines et il se sent bien. Et dans les urines, il y a quelques globules blancs, et pas d'éosinophiles. Et il n'y a pas, la culture des urines était négative. On a fait une culture parce qu'il y avait des globules blancs. Alors, ici on dit, ça ne peut pas être une néphrite interstitielle aiguë parce qu'il n'y a pas d'éosinophiles. C'est faux, parce que c'est très rare d'en voir des éosinophiles. Chercher les éosinophiles dans l'urine, c'est assez cher et ça a très peu de spécificité et très peu de sensitivité. On ne le fait pas en fait. Et ça peut pas être une néphrite interstitielle aiguë parce qu'il n'y a pas une éruption cutanée. Ça c'est faux aussi parce que dans la majorité des cas, il n'y a pas d'éruption cutanée. Et ça ne peut pas être une néphrite interstitielle aiguë parce qu'il n'y a pas de changement récent dans les médications. Et en fait, les patients qui le développent, parfois ils le font après quelques années de prendre la même médication sans aucun problème. Donc ça c'est faux aussi. Donc le diagnostic plus probable c'est une néphrite interstitielle aiguë. En fait, quand il y a un cas d'insuffisance rénale qui est mystérieux, dont on ne sait vraiment pas ce que c'est, la plupart de ces cas c'est tous des néphrites interstitielles aiguës. Donc ce qu'il faut faire là est d'arrêter les médications. Et ça peut aider. Ou faire une biopsie, si on peut. Et puis, après les néphrites interstitielles aiguës, il peut y avoir une atteinte des cellules tubulaires par une toxine. Ces toxines peuvent être endogènes ou exogènes. Et il y a différents mécanismes. Donc, il peut y avoir une toxicité directe. Et puis, ça peut être une toxine qui accumule dans les tubules cellulaires préférentiels et est toxique seulement à haute concentration. Et puis, quelques de ces toxines font une vasoconstriction, ou il peut aussi une précipitation des cristaux dans le tubule. Ce que l'atteinte toxique aura en commun, c'est-à-dire qu'il y a très peu de protéinurie, et on peut y avoir des cylindres granuleux, et à part ça, on ne voit pas grand-chose. Et alors, quelles sont les toxines endogènes? C'est surtout la myoglobine dans le syndrome de Crash, c'est-à-dire les crash musculaires. Ça peut être aussi des immunoglobulines dans le myélome multiple ou l'acide urique dans le tumor lysis syndrome, dans le syndrome de Leigh en tumeur. Quand il y a lymphome, il y a un traitement et toutes ces cellules tumorales, si des cellules d'un cancer hématogène se détruisent, il y a beaucoup d'acide urique qui peut atteindre le rein. La rhabdomyolyse. Donc la lème est relâchée par les muscles qui est endommagé et la myoglobine fait une vasoconstriction et ça se précipite. Il y a relâchement du fer. Le fer produit des radicaux d'oxygène. Et ça se traite avec l'hydratation et alcalinisation des urines. Alcalinisation parce que la myoglobine est plus soluble dans les urines alcalines. Et la myoglobine, ça fait une couleur de sang, c'est-à-dire rosâtre aux urines. Et le dipstick aux urines est positif, mais à l'analyse microscopique, on ne verra pas de globules rouges parce que c'est la myoglobine, ce n'est pas l'hémoglobine dans des globules rouges. Et puis, il y a les light chain, les protéines de Benson, c'est le myélome multiple, qui sont filtrés, et puis qui sont les light chain. L'atteinte rénale dans le myélome multiple dépend des caractéristiques des immunoglobulines. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'interaction avec le rein, mais il y a d'autres qui ont une propensité pour s'accumuler dans les cellules tubulaires proximales et qui font des cristaux à l'intérieur, et ça peut détruire les reins. Il y a aussi d'autres qui interactent avec la protéine TAM-Horsfall, qui est une protéine sécrétée par les reins qui fait les cylindres hyalins. Et alors, ces cylindres deviennent très durs avec toutes ces protéines de Benz-Jones.
et ça fait une casse, la néphropathie plus fréquente de myélome. Ici, on voit quelques-uns de ces cylindres. Avec ce qui est typique, c'est la fracture du cylindre, parce que ce pas des cylindres hyalins normaux, ils sont beaucoup plus durs, parce que c'est la protéine Tam-Horsfall, des cylindres normaux de hyalin, mais en plus, il y a les immunoglobulines à l'intérieur qui font que ces cylindres sont très durs. Ils peuvent se briser comme du verre, c'est-à-dire on voit ces cassures à l'intérieur. Puis l'acide urique, si l'acide urique est plus que 10 mg per décilitre, c'est bien décrit que ça peut produire des atteintes rénales. C'est surtout dans le traitement de tumeurs. Parfois, des tumeurs comme les lymphomes peuvent se liser spontanément. Et pour ça, ce qu'on donne, c'est l'hydratation. Et puis, on peut donner l'allopurinol. Et le meilleur traitement, mais très plus cher, c'est l'uricase recombinant. Si on donne à un patient avec l'acide urique très haut dans le sang, l'uricase métabolise l'acide urique et c'est parti, il n'y a plus d'acide urique. Et donc, c'est un très bon traitement, mais c'est très cher. Et puis, il y a l'attaque à l'insuffisance rénale aiguë, toxique, due à des toxines exogènes. Et les toxines exogènes, ce sont des anti-inflammatoires non stéroïdes. C'est les agents de contraste, les médications inhibiteurs pour transplantation, les inhibiteurs de la calcinurine, comme la cyclosporine ou la tacrolimus, et les antibiotiques aminoglycosides, et puis il y a quelques autres. Et ici, ça c'est ce que font les anti-inflammatoires non stéroïdes avec les reins. Donc, ils inhibent les prostaglandines qu'on a besoin pour avoir une vasodilatation normale. Et puis, si on en prend beaucoup sur les années, ça peut donner de la fibrose et aussi ça prédispose à des cancers rénaux. Et très rarement, il peut y avoir les anti-inflammatoires non stéroïdes peuvent produire une néphrite allergique aiguë avec beaucoup de protéinurie. Donc ça, c'est un syndrome très rare, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Les agents de contraste aussi font une vasoconstriction. Et quels sont les risques avant de donner le contraste? Si à la base il y a une insuffisance rénale. Et puis, s'il y a des problèmes de maintenir la perfusion tubulaire, quand il y a une insuffisance cardiaque, le diabète, l'hypertension, s'il y a une infection. Et comment est-ce qu'on prévient des problèmes avec le contraste? C'est-à-dire on préhydrate avec du fluide. Et, on a utilisé dans le passé beaucoup la N-acétylcystéine, aussi du bicarbonate, mais on n'est pas très sûr que ça fonctionne. Pardon. Mais on le donne quand même. Avec les fluides intraveineuses, ça se peut que la chlorure de sodium tout seul comme fluide intraveineuse, que le sodium peut être que le chlorure peut être vasoconstricteur. C'est pour ça qu'on préfère avec du bicarbonate. Mais ça aussi, si on n'a pas le choix, tout type de fluide avant du contraste sera bon. Et puis aussi, il y a des médications pour la transplantation. Ce qui est typique là, c'est souvent, on peut voir l'hypertension, l'hypercalémie, et puis les aminoglycosides. Les aminoglycosides, c'est surtout une atteinte tubulaire proximale, et où ces antibiotiques sont concentrés, et ils font une interférence avec la fonction mitochondriale. Et typiquement, c'est 3 à 5 jours après administration, et ça peut arriver même si on fait tout parfait, c'est-à-dire s'il n'y a pas de surdosage, le dosage est parfait, les taux sanguins sont parfaits, il y a toujours des patients qui vont avoir une insuffisance rénale à cause des aminoglycosides. Et d'autres, l'amphotericine B. L'amphotericine B est un antifongique
la mode d'action, c'est de faire des trous dans les membranes cellulaires des fungus. Mais il fait la même chose dans le rein aussi. Donc c'est une médication assez toxique, mais sur les patients qui ont une infection fongique grave n'ont pas le choix, c'est-à-dire ils ont besoin de l'amphotéricine B. Et aussi les agents à platinum, c'est la chimiothérapie, c'est-à-dire la cisplatine, plus que la carboplatine. La carboplatine fait moins d'atteinte rénale, mais il y a une toxicité tubulaire directe. Et souvent, ce qu'on voit, c'est la l'hypocalémie, l'hypomagnésémie et un diabète néphrogène, un diabète insipide néphrogène. Et puis la cristallisation. Il y a plusieurs médications qui peuvent former des cristaux intertubulaires. Et c'est une fonction de la dose. Le risque plus haut avec les grandes doses. L'acyclovir le fait seulement si c'est donné intraveineuse. L'acyclovir oral ne fait pas ça. Mais les quinolones peuvent faire ça. L'un des navires assez connus, la méthotrexate, et aussi la phosphate de sodium, qui parfois est donnée comme agent pour la constipation, peut précipiter comme phosphate calcique à l'intérieur des tubules et détruire le rein. Et donc ça dépend de la dose et aussi de l'hydratation. C'est-à-dire s'il y a des urines très concentrées avec une grande dose de médication, il y a plus de chances de voir une cristallisation. Et ça peut se passer très rapidement, comme avec l'acyclovir, avec plus de fluide. Mais avec d'autres médicaments, l'indinavir, la méthotrexate ou le phosphate de sodium pour l'anticonstipation, il peut y avoir un dommage tumulaire qui peut être permanent. Ça, ce sont des exemples, ce qu'on peut voir dans les urines, avec un microscope, avec la lumière polarisée. Ce qu'on voit, le plus souvent, c'est des sortes de spicules. Normalement, on n'a pas de cristaux comme ça dans les urines. Donc, si vous voyez des spicules comme ça, il y a des chances que c'est une médication, qu'il y a une toxicité de médication. Ici, c'est auquel de ces toxines tubulaires suivantes ne produisent pas la construction de l'artérielle afférente. Donc la cyclosporine, bien connue que faire ça. La myoglobine fait ça aussi. Le contraste fait ça aussi. Et les immunoglobulines ne font pas ça. Donc ici, la réponse, elle le sait. Et quand il y a base de construction glomérulaire dans les reins, il y a une rétention de sodium. Donc la myoglobine ne va pas faire ça, c'est-à-dire la FeNA ne va pas être, mais la myoglobine, la myoglobine va faire une base de construction et c'est bien connu qu'il y a une FeNA qui est basse, mais la FeNA, n'est pas très fiable. Donc moi personnellement, j'aime pas cette question parce que la FeNA ne nous aide pas. Et puis il y a aussi l'insuffisance rénale intrinsèque propre au rein qui est vasculaire. Et pour ça, ça peut être les vaisseaux larges, l'artère, la veine rénale ou des thrombomicroangiopathies. Et donc, il peut y avoir une l'athérosclérose, une thrombose, un défaut de coagulation, une thrombose artérielle. Quand il y a une occlusion artérielle des artères rénales bilatérales, ça veut dire qu'il y a une catastrophe vasculaire, et ça c'est le rare cas où il n'y a pas d'urine du tout. La majorité des gens avec une insuffisance rénale, avec une oligurie, font un peu d'urine, un tout petit peu d'urine, une cuillère d'urine, quelque chose. Mais quand il n'y a pas d'urine du tout, ça c'est vraiment très rare. Et un de ces cas, c'est quand il y a une occlusion artérielle de tous les deux artères rénales. Et il y a des patients qui ont seulement un seul rein, et obviamente il y a seulement un seul rein, donc on est plus prédisposé à faire un problème comme ça. Et parfois c'est un anévrisme de l'aorte abdominale qui fait une occlusion bilatérale de tous les deux artères rénales. Et puis la vénose, il peut y aussi
il peut aussi y avoir une thrombose de la veine rénale, et ça c'est surtout dans un état d'hypercoagulable. Donc dans un syndrome néphrotique, quand il y a fameusement dans la néphropathie membraneuse, avec des cancers, sepsis, thrombocytose ou aussi dans les leucocytoses extrêmes. Parfois c'est difficile à diagnostiquer, d'habitude c'est bilatéral, il y a un peu de douleur mais pas trop, et il y a une hématurie grosse, et souvent il y a des urines. Et puis il y a les thrombomicroangiopathies, il y a les HEUS, le syndrome de Gasser, la maladie de Gasser, ou le TTP, le purpura thrombocytopénique, je ne sais pas le nom français, le TTP. Et puis dans la crise rénale du scléroderma, la crise rénale de scléroderma chez les patients qui ont du scléroderma, parfois ils font des crises rénales, et ça veut dire que la pression artérielle très élevée, avec une thrombose microangiopathique à l'intérieur des reins, et la mortalité de ce syndrome peut être très haute, c'est-à-dire plus que 90% de patients se mouraient dans la même année. Mais aujourd'hui, on peut donner des inhibiteurs des enzymes de conversion, et ça c'est le traitement de choix quand on suspecte une crise sclérodermique. Et puis aussi, dans l'hypertension maligne, peut faire une microangiopathie thrombotique. Et puis le sepsis, la prééclampsie. Il y a aussi quelques médications que peuvent faire, la gemcitabine et aussi les cyclophilines, la cyclosporine, la tacrolimus. S'il y a une thrombose, s'il y a une microangiopathie thrombotique avec la cyclosporine, il faut l'arrêter. Et souvent, les patients tolèrent la tacrolimus. Et d'autres cas, c'est l'inverse. Les patients qui font ce syndrome avec le tacrolimus, et si on arrête le tacrolimus et on utilise la cyclosporine, c'est souvent bien toléré. Donc, comment ça se présente? Insuffisance rénale aiguë, oligurie. Et dans les urines, on voit pas grand-chose. Donc, on voit pas d'acanthocytes. C'est pas un glomérulonéphrite, c'est une atteinte vasculaire. Mais dans la biopsie rénale, on voit des thrombus. Ici, vous voyez des thrombus. C'est les petits trucs rouges dans le glomérulus. Là-bas, c'est des thrombus. Et cette vaisseau là-bas, ça s'appelle la pelure d'oignon. C'est ce qu'on voit sur l'hypertension maligne et aussi dans la sclérodermie. Et puis, après tout ça, la troisième grande catégorie d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'obstruction urinaire. Et donc, on a 2 reins, 2 urétères et seulement une urètre. Et donc, s'il y a une obstruction dans les hommes de la prostate, il y a une obstruction totale. Si le problème est dans l'urétère, on a toujours l'autre rein qui fonctionne bien. Donc, souvent, il y a seulement de la douleur, mais il n'y a pas de la créatinine qui augmente. Mais il y a des exceptions. Quand il y a une insuffisance rénale de base, alors une obstruction unilatérale va produire une augmentation de la créatinine. Et obviamente, si un patient est né avec un seul rein, si ce rein obstruit, ça va faire une obstruction rénale aiguë aussi. Voilà, donc s'il y a un rein qui est obstruit et l'autre va bien, donc il n'y a pas d'élévation de la créatinine. À l'exception, c'est-à-dire si c'est le rein qui obstrue le seul rein, ou s'il y a une atteinte rénale chronique de base. Et puis il y a des obstructions congénitales, c'est des bébés qui naissent avec une obstruction. Et si on ne relève pas l'obstruction, c'est des jeunes, souvent les enfants, des jeunes adultes vont avoir une insuffisance rénale grave pour obstruction chronique. Et puis, il y a l'obstruction qui est acquise. Chez les hommes, c'est presque toujours la prostate.
Chez les femmes, c'est une chirurgie ou tumeur, ou c'est un prolapsus vaginal, un prolapsus utérin ou de la vessie, parfois peut faire une obstruction, ou le diabète peut faire une obstruction. Un tumeur rétropéritonéal peut faire une obstruction ou on peut voir une obstruction pour la néphrolithiase ou comme effet de la radiation. La majorité des gens qui ont une insuffisance rénale post-rénale obstructive ne sont pas oliguriques, en fait, des urines. Mais il y a une pression qui monte dans les reins. Et c'est à cause de cette pression qu'il y a éventuellement il y a une réduction de la filtration glomérulaire. Et comme le tubule distal est le plus affecté, souvent on voit l'hypercalémie avec ça. Donc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Le diagnostic, il faut en penser. Parfois, ça peut être, c'est-à-dire, il faut toujours en penser et voir si le diagnostic, c'est avec un cathéter, avec l'examen physique. Parfois, c'est une vessie très remplie de, c'est-à-dire une masse dans l'abdomen bas. Et le diagnostic se peut faire avec un cathéter. Ou on peut, si on a une sonographie, on peut parfois une sonographie. Ça, c'est une sonographie d'un rein normal. C'est un rein droit. Vous voyez le foie et le rein. Vous voyez l'écogénicité du foie et du cortex rénal est à peu près la même chose. Et ici, il y a une obstruction. Et il y a les voies urinaires dilatées. Normalement, on ne voit pas les voies urinaires parce que les voies urinaires drainent l'urine et elles ne gardent pas l'urine. C'est la vessie seulement qui garde les urines. Donc, si les voies urinaires sont dilatées, ça veut dire qu'il y a une obstruction. Et si l'obstruction est très grave pour beaucoup de temps, parfois on voit seulement ça d'un rein, c'est d'un sac à urine, il n'y a presque plus de rein là-bas. Et donc, comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Donc, dans la terminologie anglaise, parfois c'est un peu confus. Donc, pré-rénal, ça peut dire tout ce qui est hémodynamique, mais la acute tubular necrosis, la nécrose tubulaire, parfois aussi a une grosse composante hémodynamique. Et aussi, la nécrose, qu'on en parle, la nécrose tubulaire, ça implique qu'il y a la pathologie, mais pour la plupart des patients, il n'y aura pas de biopsie. Donc, c'est pas vraiment une pathologie, dire nécrose tubulaire. C'est pour ça qu'on dit plus l'atteinte rénale aiguë, et on dit pas nécrose tubulaire, parce qu'on n'a pas de pathologie dans la majorité des cas. Et ça, c'est pour les urines, et je crois que ça nous aide pas tellement ici. Donc, quelque chose dans l'insuffisance rénale aiguë, la production de la créatinine dépend des muscles, combien de muscles on a. Et il y a une grosse variation selon les sexes, l'âge, l'état physique des gens. Donc, ça veut dire que si... oui, tout ce que ça veut dire que on peut avoir une insuffisance rénale aiguë très grave, mais la créatinine ne la reflète pas parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour avoir une augmentation de la créatinine. Donc c'est un peu la même chose, c'est dire que si moi je me meurs maintenant à ce même instant et quelqu'un fait une prise de sang post-mortem quand je suis mort, dans les premières quelques minutes, ma prise de sang peut être parfaitement normale. Mais je suis mort. Donc, c'est la même chose de dire que la créatinine normale n'exclut pas qu'il n'y a pas de problème rénal. Voilà, donc je crois j'ai surpassé mon temps ici. Donc, ça, c'est de courbe de créatinine. Et ça dépend l'augmentation de créatinine dépend de combien de muscles la personne a, combien une personne qui a très peu de muscles, comme une femme âgée, ne va pas avoir une créatinine très haute. Donc ici, il y a quelques trucs parfois. Donc,
de l'insuffisance rénale aiguë, on voit dans l'obstruction, on voit une acidose tubulaire rénale type 4, c'est l'hypercalémie. Quelques médications induisent la polyurie et aussi on voit une acidose tubulaire rénale proximale dans le myélome, dans l'atteinte rénale avec les aminoglycosides ou les agents de platinum. Voilà, et tout ça, on va... ça fait une différence si l'atteinte rénale est à l'intérieur de l'hôpital ou à l'extérieur de l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, c'est beaucoup plus les atteintes toxiques parce qu'il y a des médications qui peuvent être mauvaises pour le rein qui se donnent à l'intérieur de l'hôpital. Aussi, les patients à l'intérieur de l'hôpital sont là pour une raison et souvent il y a l'insuffisance, l'instabilité hémodynamique. Tandis que si ça vient de la communauté, alors il faut penser, il faut avoir, c'est-à-dire il y a toute une gamme de choses qui peuvent se passer dont on avait parlé. Souvent, l'insuffisance rénale aiguë est multifactorielle. Donc, on peut avoir deux choses, trois choses en même temps. Donc, il peut y avoir une atteinte hémodynamique, la pression basse, et puis des antibiotiques, et puis des agents de contraste, et puis des antidouleurs, et puis il peut y avoir une obstruction parce qu'il y a une prostate. Et donc, il peut y avoir tous ensemble. Il faut toujours avoir penser à ça. OK. Et avec ça, quelles sont les complications de l'atteinte rénale? Donc, s'il n'y a pas d'urine, il peut y avoir l'œdème pulmonaire ou il peut y avoir l'hypercalémie. Ça, il prend des semaines pour développer de l'urémie. Donc, s'il y a un patient a des problèmes à cause de l'insuffisance rénale, c'est surtout avec l'oligurie, s'il n'y a pas d'urine. Et donc, s'il y a rétention des urines, il peut y avoir hypervolémie œdème pulmonaire et aussi l'hypercalémie. Mais tous les deux se peuvent traiter sans dialyse. S'il y a l'œdème pulmonaire, on peut donner une grosse dose de furosemide pour voir si on peut convertir ça quelque chose qui est oligurique en non oligurique. OK. Voilà. OK. Comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on a comme traitement? C'est-à-dire, on essaie de comprendre ce qui se passe, quel est le problème de base et adresser le problème de base. Et le reste est tout supportif pour le rein. Ça veut dire ça, c'est pour la dialyse. Voilà. OK. Voilà. Donc, excusez-moi je suis 5 minutes plus sur temps et je vois si on peut vous donner accès à tous ces diapos. C'est assez complet, je crois. Est-ce qu'il y a des questions?